Début juillet, un autre brise-glace soviétique, le Krassin, arrive au Spitzberg. C'est la dernière expédition, celle du professeur Samoïlovitch, le directeur de l'Institut arctique de Leningrad. Le Krassin est le plus puissant brise-glace disponible, mais la banquise est de plus en plus épaisse. Les chances d'atteindre la tente rouge diminuent. D'ailleurs, il y a de quoi être pessimiste. Dès le 3 juillet, le Krassin est obligé de s'arrêter. Samoïlovitch décide une dernière tentative. Il fait assembler le gros trimoteur emporté par le Krassin. L'opération, compliquée par le froid et la neige, prend plus d'une semaine. Ce n'est que le 10 juillet que le pilote Chouknovski peut enfin décoller. Il tourne au-dessus de la banquise sans rien trouver. L'espoir semble définitivement perdu. Soudain, coup de théâtre. Alors qu'il recherche sans succès la tente rouge, Chouknovski aperçoit un point sur la glace. Incroyable, c'est Zappi. Zappi, qui était parti le 30 mai avec Mariano et Malmgren, depuis 43 jours. La nouvelle, aussitôt transmise par la radio du bord, fait la une de la Pravda, avant tous les journaux du monde. On a retrouvé le groupe Malmgren. Hélas, ce qu'on ne sait pas encore, c'est que seuls Mariano et Zappi sont vivants. Malmgren est mort. Épuisé, désespéré, il s'est couché dans la glace. Il a demandé aux autres de le laisser. Ils sont repartis. Ils ont erré dans le désert de neige pendant tout ce temps. Ils ne sont d'ailleurs même pas sauvés par Chouknovski. Pris dans des vents violents, il se perd lui aussi, puis fait un atterrissage forcé à des kilomètres du Krassin. Il a cassé son train d'atterrissage. Voilà les Russes naufragés, eux aussi. Samoïlovitch ne sait plus que faire. Il avance d'abord vers la position, indiquée pour ce qu'on appelle encore le groupe Malmgren, et récupère le lendemain Zappi et Mariano. Samoïlovitch décide ensuite d'aller à la recherche de son avion. Il lance le brise-glace au maximum de sa puissance et casse son hélice. Le Krassin s'arrête. Alors Nobile intervient. De son lit du Città di Milano, il envoie un message désespéré à Samoïlovitch. Ils vont mourir. Essayez tout ce que vous pouvez, je vous en supplie. Alors le Krassin, après une réparation de fortune, se remet en marche. « 12 juillet 1928, 20h30, la tente rouge. Moi, j'ai avancé vers le Krassin, suivi par Troiani et Beonek, et j'ai crié devant ma poste-montagne, « Villiers, c'est moi !» Du Krassin montent les cris, les applaudissements. On fait la photo historique, celle de la rencontre entre Villiers et Samoïlovitch. Et tout le monde se rue sur les débris de la tente rouge. C'est à qui ramassera son souvenir de l'aventure. Le plus précieux de tous, c'est la Vierge Noire qui était dans la nacelle et qui est aujourd'hui dans le bureau de Nobile. Peut-être qu'elle l'a protégé mes camarades, peut-être qu'elle ne l'a pas protégé tous parce qu'une partie ne sont pas retournés. Elle ne les a pas tous protégés, c'est vrai. Le mécanicien Pomella, Malmgren et surtout ceux restés dans l'enveloppe du dirigeable. Pendant un court instant, Samoïlovitch songe à continuer les recherches, mais où, comment? Et les hommes de la tente rouge sont en piteux état, après 7 semaines passées sur la glace. Il faut d'urgence les rapatrier.
et le Krassin repart tant bien que mal vers le Spitzberg, emmenant Vilieri habillé de neuf et coiffé d'une superbe casquette soviétique. Emmenant Cecchoni, le mécano à la jambe cassée. Tous ont l'air de ne pas y croire à leur sauvetage. Comme le Tchèque Beunek, le visage marqué. Comme Biaggi, que l'angoisse a travaillé pendant toutes ces heures passées à émettre ses messages. Comme Zappi, qui n'en revient pas lui non plus, et qui passe son temps à serrer la main de Samoïlovitch. Et son ami Mariano, que l'on transporte avec beaucoup de ménagement à bord du Città di Milano. Mariano, qui va être amputé d'un pied. Tous les acteurs se retrouvent. Les Russes font cadeau à Maddalena de la barre de l'Italia. Maddalena, qui le premier avait survolé la Tente Rouge. Et enfin Nobile, avec Titina et Lundborg. Le Città di Milano appareille sans tarder pour Narvik, d'où un train spécial part aussitôt pour l'Italie. À chaque gare, la foule vient saluer Nobile et ses compagnons. Mais derrière cette chaleur populaire se cache un drame qui va frapper Nobile de plein fouet. Le gouvernement fasciste a décidé de réunir une commission d'enquête. Il y a d'abord le cas de Zappi et Mariano. Les journalistes ont insinué qu'ils avaient dû manger Malmgren pour tenir si longtemps. L'accusation tombera. Pour Nobile, c'est autre chose. Le juge militaire lui reproche d'être parti le premier. Il a dit ça, oui, c'est vrai. Oh, il a dit exactement, il a dit que mon départ du PAC, bien quoi soit peut-être comprise par mes conditions physiques et spirituelles, comme ça, elle n'était pas justifiée parce que c'était contraire à l'honneur militaire. Alors je réponds. Avant tout, l'expédition de l'Italie n'était pas une expédition militaire. J'étais militaire, parce qu'il y avait même des personnes avec moi qui n'étaient pas militaires. Il n'avait pas une discipline militaire, il avait une discipline comme on doit avoir sur un bateau. C'était une autre chose. Alors, il n'avait pas, on ne pouvait pas parler des choses, des lois militaires. Et après ça, il faut réfléchir à une chose, que l'entente russe n'était pas un bateau. Le bateau était disparu dans le ciel. Vous comprenez ça? Alors, ce n'est pas le cas, c'est ridicule ce qu'a dit la commission d'enquête. Parce que telle loi qu'elle mentionne là, qu'elle dit qu'elle était contraire aux habitudes militaires, s'applique au capitaine d'un bateau qui est un naufragé. Alors il doit être le dernier, parce que ça, ce sont les lois de la marine. Et le capitaine devait rester à bord, être le dernier pour sauver l'équipage, pour sauver les personnes, pour sauver les marchandises. Ça, c'est la loi de marine. C'est ainsi. Et là, on n'avait pas, le bateau s'était disparu dans le ciel. On ne connaissait pas où était. Il avait seulement des reliques, il avait un temps de rouge, il avait ça, et ça, j'ai dit, pas moi. Et l'enquête lui a donné complètement tort. Il a dit qu'il ne devait pas partir. Et alors, il a démissionné. On lui dit de démissionner de l'aviation, de l'aéronautique. Il est allé en Russie. Il a changé complètement. Il a terminé sa carrière. Après la guerre, on a fait une autre commission d'enquête dans laquelle on l'a remis dans son grade et on a remis à sa place. Mais c'était trop tard. Mais c'est trop tard.
En tout cas, on pourrait aussi juger, il y avait des façons... Les gens ne connaissaient pas exactement les choses, comme c'était passé, ne connaissaient pas les personnes en général, la psychologie, tout ce qui s'était arrivé. Ils lisaient les journaux. Dans les journaux, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Il y avait ce qu'on disait de bord du bateau. Et alors, on pensait, par exemple, qu'il avait abandonné son poste parce qu'il manquait de courage. Ça n'était pas absolument vrai. Un homme qui organise une expédition comme celle dans l'océan Arctique ne peut pas être un homme qui n'est pas courageux. Pour nous, Nobile restera toujours cet homme-là. L'homme qui a survolé le premier le pôle. Un de ces merveilleux rêveurs du début du XXe siècle, quand il y avait encore des rêves et des aventures.